messieurs, je suis ravi d'intervenir. L'intitulé de cette intervention est Cuisine et alimentation au programme. Quel contenu et quelle modalité au fil du temps, donc avec une double perspective historique et didactique. Cette thématique de l'alimentation est particulièrement vive actuellement et depuis l'exposition universelle de Milan en 2015 qui lançait le défi de nourrir la planète. Mais, comme le mentionne Julie Sergaud, cette préoccupation est bien plus ancienne, puisque ces intérêts, à la fois sociaux et politiques, naissent au moment de la période révolutionnaire, avec une attention très particulière à la constitution d'une nouvelle nation, et une volonté que signale Condorcet de s'intéresser à l'éducation, certes, mais également à la santé des populations, pour la prospérité de la nation, mais aussi son invincibilité grâce à la santé des ouvriers et des soldats, et contre les maux de l'époque qui sont la dépopulation et la dégénérescence. À cette époque, les contenus sont surtout centrés sur trois points particuliers: la diversité et la saisonnalité des cultures, la diversité des aliments, mais également le défi d'une alimentation saine, suffisante et économique. Pour bien comprendre cette genèse et ce développement de cette préoccupation, il faut, je pense, considérer trois convergences qui s'agrègent autour de cette question. La première tendance, c'est la professionnalisation des cuisiniers qui, dès le XVIIIe et au XIXe siècle également, revendiquent leur reconnaissance. Il y a également toute la préoccupation associée à l'enseignement de la cuisine dans certains pays étrangers, dont l'Angleterre, et la forme qui sera donnée en France à l'enseignement ménager. Et le troisième élément, c'est l'hygiène qui est une préoccupation portée par les hygiénistes et qui s'agrège donc aux deux précédentes. C'est dans cette perspective, en fait, que les restaurateurs ou les cuisiniers mettent en place ou souhaitent mettre en place des cours et des écoles de cuisine d'ordre professionnel, mais parallèlement également des cours préparatoires et élémentaires pour le public, en particulier des domestiques, des jeunes filles et des maîtresses de maison, avec une préoccupation donc d'apprentissage de la cuisine et de l'alimentation. Charles Drisson est un de ces personnages qui est cuisinier, auteur de plusieurs ouvrages de cuisine et inventeur des driss-sauces, c'est-à-dire des bouillons concentrés, et qui est présenté comme le créateur de l'enseignement ménager. Pour bien comprendre cette évolution et ce développement, il est important d'avoir à l'esprit les grands défis sociaux, et en particulier l'ambition de répartition des rôles entre les hommes et les femmes étant chargées de la santé, puisqu'elles sont considérées comme les gardiennes de la santé de la population. Et dans cette assignation, il y a des propositions pour l'enseignement qui apparaissent, par exemple, dans la première année de cuisine, un manuel scolaire qui diffuse et qui dispense ces apprentissages ou ces connaissances. Il s'agit dans ce livre des conseils de tante Victoire à sa nièce Madeleine, qui va découvrir les talents de sa tante et ses façons de faire, et qui va considérer ou apprendre un certain nombre de préceptes ou de maximes, ainsi que des principes ou des phénomènes qui sont explicités. Et ce manuel porte également un ensemble de recettes accessibles pour les plus jeunes et un lexique des termes techniques de la cuisine tels que abaisser une pâte.
Donc on a ce paradigme ou cette proposition qui est en vigueur et qui suggère en fait un enseignement tel que je viens de le décrire. Parallèlement, il y a également l'enseignement d'hygiène qui prend forme et qui est surtout développé par l'enseignement anti-alcoolique qui est rendu obligatoire en 1897, à la fois pour les élèves de l'école primaire, de l'école primaire supérieure, des cours complémentaires et de l'enseignement secondaire. Donc pour toutes les jeunes filles ou les jeunes femmes qui y parviennent. Dans la tradition pédagogique de l'époque, il s'agit là encore de lectures, de livres de lecture qui sont agrémentés de maximes ou de préceptes tels que qui trop boit ne surveille ni sa langue ni ses intérêts, l'intempérance est la nourrice de la médecine, ou bien marché conclu au cabaret donne toujours des regrets. Au-delà de ces maximes, il y a aussi des histoires édifiantes, telles que celle qui est présentée en 12 vignettes dans cet ouvrage qui s'appelle l'histoire d'une bouteille, et qui présente une famille bien heureuse avec ses 3 jeunes enfants, mais cette famille qui est progressivement détruite par l'alcool et la perte du travail du père et du mari. Donc cet enseignement anti-alcoolique, fondé sur l'hygiène, véhicule également quelques connaissances scientifiques, en particulier la présentation des organes altérés et leur comparaison avec les organes sains, donc avec des images qui sont particulièrement démonstratives des effets ou des impacts d'une consommation non contrôlée des boissons alcoolisées. À cette fin du XIXe siècle, dans les programmes de l'enseignement secondaire de jeunes filles, il y a un programme de sciences, et c'est en sciences naturelles que ces aspects d'alimentation ou de nutrition sont abordés en physiologie animale et végétale, avec les fonctions de nutrition, la digestion, les actions des sucs digestifs sur les matières, comme on les appelle, albuminoïdes à l'époque, qui sont les protéines, mais également les féculents ou les graisses. En 1897, les programmes sont à peu près identiques, avec leur rattachement à l'histoire naturelle, et où l'on va développer des contenus propres à l'anatomie, à la physiologie animale et végétale, et à l'hygiène, avec les mêmes fonctions détaillées propres aux aliments, à la digestion, aux valeurs nutritives et aux accidents produits par les aliments, dont les empoisonnements. À partir de cette date, il existe des manuels qui sont conformes au programme de l'enseignement secondaire féminin et qui portent sur l'économie domestique et les notions d'hygiène, avec des conférences ou des leçons qui portent sur le rôle de la femme, bien évidemment, mais aussi l'habitation, l'ameublement, l'alimentation, l'hygiène du premier âge et la comptabilité du ménage. Mais parallèlement, il y a des enseignements qui portent ou qui sont centrés exclusivement sur l'alimentation et qui développent la nécessité et la variété de l'alimentation, l'ordre et la composition des repas, les aliments usuels, les notions élémentaires de cuisine, les préparations à la conservation des aliments et bien sûr la thématique ou le chapitre des boissons. Il est particulièrement flagrant de voir la genèse de l'enseignement ménager en comparant les notices des 2 versions du dictionnaire Buisson. En 1882, les notices portent sur l'économie domestique, la cuisine, en présentant les écoles de cuisine, mais également les écoles ménagères, dans une description des écoles qui existent, alors qu'en 1911, si la notice d'économie domestique est à peu près la même que précédemment,
pour la cuisine, il s'agit d'une notice qui est sur l'enseignement de la cuisine, donc ça veut dire que c'est une réalité qui existe et qui est explicitée, et il en est de même de l'article ménager où on parle de l'enseignement ménager. Donc c'est important de localiser, fin 19e, début 20e, cette genèse de l'enseignement ménager en France et plus particulièrement dans la région de la Seine et de Paris plus particulièrement. L'enseignement ménager qui est ainsi créé tend cependant à être plutôt désigné comme une éducation ménagère dont les principes sont introduits ou définis très tôt avec l'idée de l'appropriation de l'esprit ménager qui vise certes une forme de moralisation pour que les femmes assument le rôle qui leur est destiné, mais également la professionnalisation des maîtresses de maison, mais également des domestiques, qui représentent une forte part de la population. Mais ce qui est le plus important, c'est l'orientation pédagogique qui est valorisée, qui consiste en une approche inductive et une approche pratique, autrement dit, ce qui est souhaité, ce qui est mis en œuvre, ce qui est proposé, relève en fait d'un apprentissage expérientiel où l'on fait, on analyse ce que l'on fait et l'on en déduit les règles de conduite. Dans cette initiative parisienne, il s'agit bien de lutter contre une éducation sentimentale. Il ne s'agit pas d'une formation essentiellement moralisatrice, mais c'est aussi une formation pour une professionnalisation et qui, grâce au versant scientifique des contenus, vise une émancipation. Mais fondamentalement, c'est un enseignement qui se présente comme un enseignement pratique, à tel point que est critiqué d'une façon très nette les orientations, par exemple, de l'inspecteur général René Leblanc, que l'on accuse de vouloir promouvoir essentiellement la formation des chimistes de la cuisine, ce qui est contradictoire avec la possibilité et les enjeux qui sont proposés. Dans ce développement, ce qui est important de noter, c'est que tous les discours valorisent en fait cette approche pratique, cette approche concrète, cette approche expérientielle, et en suggérant, en termes de pratique des maîtres, de permettre aux jeunes filles de faire le marché, accompagnées par leurs professeurs, d'estimer à l'œil et au coup d'œil la qualité des denrées, mais également d'apprécier le coût dans la perspective d'une cuisine familiale dans des milieux modestes. D'une façon aussi très caractéristique et très importante, c'est que cet enseignement ménager concerne tous les publics, que ce soit la visée de formation de la fermière, de la ménagère ouvrière, mais également de la maîtresse de maison. Et cet enseignement ménager ou cette éducation ménagère concerne à la fois l'enseignement public, qu'il soit agricole, professionnel, secondaire ou primaire, mais également toutes les institutions privées, qu'elles soient patronales ou confessionnelles. Dans cette période d'installation, la partie économie domestique, en fait, est consacrée à l'aménagement et l'entretien de la cuisine, mais là aussi la question de l'approvisionnement, tandis que la partie cuisine, alimentation, va aborder les notions préliminaires que sont les aliments, la composition chimique, les transformations dans l'organisme, les rations alimentaires, l'organisation des repas, et des exemples de menus. Et toujours dans cette partie cuisine-alimentation, la perspective d'apprendre les bases de la cuisine sur l'hygiène alimentaire, en quelque sorte, avec les corps gras, les roux, les sauces, les condiments, et donc dans une perspective assez encyclopédique de l'ensemble des aliments et des procédés de cuisson et de conservation, la cuisson des pâtes alimentaires, la conservation des œufs,
la transformation du sucre et la production des fruits ou des confitures. Ce qui est remarquable dans cette histoire, dans ce développement, c'est que, en termes de contenu, pendant le siècle de son existence, il y a assez peu de variations. Si l'on prend le texte d'un ouvrage de Ginette Mathiot et Nelly Lamaze, qui date de 1967, on retrouve à peu près les mêmes enjeux ou les mêmes fondements sociaux de l'enseignement qui est visé. Je lis: le rôle de la nourriture n'est pas seulement d'entretenir la vie, mais de faire atteindre le plein établissement des êtres et de perpétuer la race dans un état de santé le meilleur. Dans la famille, c'est à la femme qu'incombe la responsabilité de choisir les aliments, de préparer les repas. C'est pourquoi, soucieuse de la santé des siens, elle devra connaître et appliquer les règles de l'hygiène alimentaire. Donc, la présentation des contenus, mais également la présentation de la pédagogie valorisée, reste assez semblable au fil du temps. Par exemple, dans un autre ouvrage, dans Mon cahier de cuisine, qui est publié en 1957, eh bien, l'on retrouve à peu près les mêmes contenus. Un ensemble de contenus sur les besoins de l'organisme, un ensemble de contenus sur la cuisine, la terminologie, qui est pratiquement dans tous les ouvrages, l'organisation du travail, les techniques culinaires, l'emploi de la chaleur et donc les transformations, un chapitre également consacré à la conservation des aliments et ensuite à l'alimentation, les repas, les menus, les besoins théoriques et les rations et l'équilibre des menus. Il existe cependant quelques innovations au fil du temps. La première innovation importante, c'est la mise en place ou la création du Salon des appareils ménagers en 1923, soutenu par le ministère de l'Instruction publique et qui prendra le nom en 1925 de Salon des arts ménagers, ce Salon des arts ménagers qui va valoriser et promouvoir les nouveaux appareils pour faciliter le travail. Une autre innovation est l'innovation portée par Paulette Bernège. Paulette Bernège qui dirige un institut d'enseignement ménager et qui valorise l'organisation scientifique du travail. Donc nous sommes dans les années 30 avec la perspective de gagner du temps, gagner du repos également pour les femmes qui ont en parallèle un travail. C'est à l'époque aussi où les plats préparés sont commercialisés et où de nouveaux équipements sont mis à disposition. À ce titre, il y a des propositions dans ces manuels de Paulette Bernège en particulier, qui présentent en fait ces innovations techniques de l'appareillage ménager, par exemple le moulin à légumes, mais également des activités sur l'organisation de la cuisine et l'aménagement du poste de travail pour assurer ce que l'on désigne par la pédagogie du geste juste, où il va falloir calculer le nombre de pas et le plus faible possible pour aller d'un point à l'autre, et donc de l'aménagement entre le point de cuisson et l'évier par exemple. Il en est de même pour l'organisation ordonnée de la vaisselle avec les étapes de rinçage, de lavage, de nettoyage et autres. Dans ces années 30, ce qui est important concerne en fait les débats sur les architectures des salles spécialisées qui commencent à s'appeler les cuisines pédagogiques. Et ce débat porte sur les différentes propositions qui peuvent être faites pour que chaque élève ait à sa disposition un poste de travail avec
sources d'énergie, les fluides également, et l'ensemble de son appareillage, que ce soit les assiettes, les couverts et les ustensiles nécessaires. Cette discussion sur les cuisines pédagogiques indique également l'intérêt et le soutien des entreprises pour les équipements ces entreprises vont participer à l'organisation et l'implantation de l'enseignement ménager dans les écoles. Il y a une troisième innovation importante, c'est la désignation d'art ménager ou art de vivre, qui est en particulier portée par Ginette Mathiot. Ginette Mathiot, qui est une inspectrice générale de l'enseignement ménager, formée dans les écoles de la ville de Paris ou de la Seine, et qui a été formatrice également, et qui est l'auteur d'ouvrages de très grande diffusion, notamment son ouvrage Je sais cuisiner, et qui va promouvoir en fait cet art de vivre comme on le considère. Et dans son ouvrage, Ginette Mathiot exprime que bien se nourrir pour bien se porter, ça veut dire savoir composer un menu avec les besoins des convives, les possibilités budgétaires, les goûts gastronomiques des convives. Et c'est aussi respecter les principes de l'hygiène alimentaire. Donc on voit cette valorisation particulièrement soutenue et qui va donner à la méthode française une reconnaissance internationale au début des années 50, avec la perspective rappelée d'une façon forte qu'il ne s'agit pas d'une formation de ménagère manœuvre, mais de ménagère réflexive, dirions-nous aujourd'hui, avec un enjeu de formation pratique, une formation professionnelle pratique, avec une approche concrète des contenus scientifiques qui valorisent ou qui permettent d'expliquer ou de raisonner les pratiques. Et c'est également la pédagogie du détour et de remédiation qui est valorisée. Cette reconnaissance de la méthode française dans les années 50, puisque l'Association internationale de l'enseignement ménager a son siège à Paris à l'époque, est illustrée par ce qu'on appelle à l'époque les leçons de choses expérimentales. Les leçons de choses expérimentales signalent l'approche concrète, comme les leçons de choses promues pour l'école maternelle, et où il va s'agir, par exemple, à propos des céréales, de manipuler, de comprendre d'où vient, quelles sont les différences des moutures de blé, d'orge, d'avoine, de riz, comment les farines et le son sont séparés, c'est quoi une farine, quelle est la composition physique des grains de farine, toute l'explicitation du pétrissage et de la séparation du gluten et de l'amidon, avec la perspective aussi de compréhension des conditions de formation des emplois d'amidon, des expériences également sur la digestion, avec l'observation de l'effet de la salive sur l'amidon et la transformation en glucose, donc des activités qui sont scientifiques, orientées vers les pratiques culinaires et particulièrement ciblées sur les enjeux pratiques de la mise en œuvre de cette cuisine. Dans le même esprit, la pédagogie spécifique qui est recommandée, c'est celle qui l'était dès la constitution de cet enseignement, c'est le rattachement aux méthodes actives, et c'est également ce qu'exprime une inspectrice générale, une pédagogie de la confiance et de la bonne humeur, à la façon d'un club où il est permis de chanter afin de donner à la vie familiale une gaieté saine.
Donc c'est ce que j'appelle les sciences de la vie heureuse, c'est-à-dire un enseignement tout à fait particulier, très dédié à ses missions et à sa population, et avec des perspectives de valorisation des actes ou des activités domestiques. Assez vite, en fait, au tout début des années 1960, il y a, et dans les prémices, en quelque sorte, de la contestation du rôle attribué aux femmes, il y a une réorientation et une nouvelle offre scolaire qui est au bénéfice de l'amplification des qualifications professionnelles avec dans l'enseignement scientifique et technologique, par exemple, la création de BTS, de brevets de technicien supérieur, dès 1962, en biochimie et en diététique, et avec une agrégation pour les futurs professeurs, une agrégation de physiologie et de biochimie en 1962 également. Du côté de l'enseignement pratique et professionnel, eh bien, on a les mêmes augmentation ou amplification ou diversification des métiers avec les employés de collectivité, mais également tout le penchant de l'économie, ou tout le versant, pardon, de l'économie sociale et familiale, avec le BTS de conseillère ménagère en 1960 ou d'économie sociale et familiale en 1967. Il reste néanmoins une partie d'enseignement ménager qui concerne un enseignement d'urgence pour les élèves qui vont devoir rentrer dans la vie active d'une façon assez urgente. Et cette configuration qui accompagne la révolution des années 60, au milieu des années 1970, avec la constitution de l'école pour tous sous le même toit, c'est-à-dire le collège unique, il y a des évolutions importantes également, puisque va être installé un domaine d'enseignement qui est l'éducation manuelle et technique, une nouvelle discipline, qui va être organisée avec 6 domaines, dont un domaine est consacré à l'alimentation. Et c'est un événement important, puisque c'est à partir de cette date que cet enseignement de cuisine ou d'alimentation va être dispensé à la fois aux garçons et aux filles. Ce qui était certes souhaité par un certain nombre de personnalités, mais qui n'était pas mis en œuvre à l'époque. Donc, à partir de 1975, on va avoir cet enseignement ménager dans les cuisines pédagogiques qui sont dans les établissements et qui vont être sur des contenus assez similaires à ceux d'autrefois, avec la question de la saisonnalité des produits, mais également l'ordonnancement des gestes, de la vaisselle notamment, et également des travaux nouveaux sur la réalisation d'organigrammes ou la traduction des recettes sous forme d'organigrammes pour que les élèves apprennent l'ordonnancement des opérations techniques dans la constitution d'un plat ou d'un repas. Dans le même ordre d'esprit, il y a dans ce domaine technologique des investigations technologiques pour les garçons et les filles, des appareils, par exemple de l'autocuiseur, afin de comprendre comment il fonctionne, quels sont ses dispositifs de sécurité et quelles sont ses fonctions pour la cuisson des aliments. Vers le milieu des années 1980, au moment où l'éducation manuelle et technique devient l'enseignement de la technologie, il va y avoir des aménagements importants sur les contenus à l'échelle du collège, avec la perspective de l'éducation à la santé, de l'éducation à l'alimentation ou de l'éducation à la consommation, avec deux nouvelles perspectives qui ne sont plus limitées à la cuisine familiale, mais qui visent une échelle supra-individuelle avec des aspects multi-référentiels d'ordre économique, social, démographique, politique, juridique, culturel, technique, mais aussi religieux.
Donc on change un peu de registre avec ces éducations A, et de nouvelles propositions vont avoir lieu. Je cite celle, par exemple, d'André Jourdan, qui propose en fait une étude sur l'éco-bilan d'un litre de jus d'orange en berlingot pour que les enfants comprennent les implications et les engagements en termes d'eau, de pétrole, de matière, d'espace, de fabrication, et avec et visant ainsi des approches critiques de l'alimentation. Ce n'est pas c'est en relation, ou ces contenus sont en relation avec les problèmes ou les évolutions des aliments, et en particulier les grandes discussions sur les OGM, les grandes questions aussi autour des maladies transmises et autres. Dans le même esprit, je citerai la proposition de François Odigier. François Odigier qui propose des contenus ou des situations de débat, par exemple sur un jour sans viande à la cantine, permettant aux élèves d'investiguer les situations et les implications de telles organisations. Dans une certaine mesure, et pour échanger ou pour conclure, je serais tenté de dire qu'il y a eu au fil du temps trois grandes configurations. La configuration de l'alimentation, au sens où il s'agit en fait d'apprendre, grâce à un adossement aux sciences naturelles, les problèmes d'alimentation, de connaître les transformations. Pour conclure et échanger, je serais tenté de dire qu'il y a eu, au cours de cette longue histoire, trois configurations différentes. La première concerne l'alimentation, par son adossement aux sciences naturelles ou à l'histoire naturelle, et qui est centrée sur la nutrition, les métabolismes, les excès ou les carences de l'alimentation. Donc une orientation scientifique et promouvant les explications sanitaires. Il y a eu une deuxième configuration qui associe cuisine et alimentation, dont les particularités ou les caractéristiques sont d'être un enseignement ou des activités pratiques centrées sur les repas, les menus, le coût, mais également la convivialité ou le plaisir. Et enfin, je crois qu'il y a une troisième configuration, beaucoup plus récente, qui est centrée sur le fait alimentaire, permettant de discuter les enjeux sociaux, les enjeux économiques et culturels, les produits alimentaires et leur qualité, et les rapports entre nutrition et santé. Alors cette orientation du fait alimentaire est particulièrement nette dans l'enseignement agricole et dans les contenus de préparation du baccalauréat sciences et technologies, de l'agronomie et du vivant, qui développent cette perspective dans la formation professionnelle des métiers agricoles, mais également des métiers de la restauration. Donc avec ces quelques points conclusifs, je ne peux que vous remercier de votre attention, mais surtout vous souhaiter un bon appétit et un bon appétit pour une alimentation durable. Je vous remercie et nous aurons peut-être l'occasion d'échanger sur des questions.